Alors voilà, donc pour vous présenter Stéphanie, ben, la suite, donc sa mission, c'est remettre de la vie et de l'envie au quotidien. Alors tu aimes beaucoup les voyages, tu étais dans quel pays? Oh, je suis allée dans plein d'endroits différents. J'aime bien le soleil, moi déjà. Que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Indonésie, Grèce, Canada, États-Unis. Voilà, mon, je dirais ce qui m'anime, c'est chaque année de partir ailleurs, de découvrir un ailleurs avec de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de vivre et d'aborder la vie. Donc, je trouve ça trop, trop chouette. D'accord. Tu as baroudé, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Et tu embarques ta famille à chaque fois? Tu embarques ta famille C'est à chaque ça, on part à 5 à chaque fois, c'est jamais sans ma famille, fois? C'est mission commando, là. À 5, c'est c'est bien. clair. Alors, tes forces, donc le dynamisme, ça j'ai pu le voir lors de ces événements où nous avons préparé cette soirée. Ton humilité, ta curiosité, ton empathie, et je dirais même que tu es beaucoup dans le partage, donc tu es totalement aligné avec ce que nous proposons sur la communauté. Et je vais te laisser lire cette belle citation de Ouais. Wilfred, pardon, Alan Peterson. Oui, alors c'est vrai que c'est une citation qui m'a beaucoup parlé et qui me parle toujours, que à chaque fois je cite, parce que pour moi, finalement, c'est le lien aussi qu'on peut faire avec le coaching. Pour moi, il y a au fond de nous de multiples étincelles de potentialité qui ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. Et pour moi, finalement, ça résume, je dirais, nos métiers d'accompagnants, là pour faire émerger finalement à nos clients ces fameuses potentialités qu'ils ont perdues de vue ou qu'ils n'ont pas encore osé mettre en lumière. Donc voilà. Pourquoi cette citation? Et c'est super joli parce que c'est totalement en lien avec le bilan de compétences, hein. Je trouve que Mm, cette phrase est complètement alignée avec ce que tu vas nous proposer ce soir. ouais. Donc merci Stéphanie, je te passe la main, Merci. je m'éclipse et je reste pas très loin. Et je vous Ouais. souhaite une belle soirée à tous et à tous. Merci. Merci, Michael. Bah, très contente de vous rencontrer toutes et tous. Alors, il y a des personnes que je connais déjà, bien évidemment. Pour cette soirée, l'objectif, c'est que vous puissiez passer aussi un bon moment, que vous puissiez repartir avec des choses que vous apprenez, des partages qu'on va avoir ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer un temps qui soit interactif. Je dirais au-delà du programme et finalement des slides que je vais pouvoir vous partager. L'idée, ça va être vraiment de réagir au fur et à mesure quand les questions vous viennent. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller et si je ne vois pas tout le monde, Mika, je compte sur toi pour me faire signe également. Donc, ce soir, on va aborder les étapes clés d'un bilan de compétences réussi, les compétences, outils et techniques pour accompagner efficacement vos clients. Et puis, comment devenir consultant indépendant en bilan de compétences? Donc, un vaste programme. Pour cela, je vais vous proposer, avant de démarrer, qu'on prenne un temps pour faire connaissance. Et j'aimerais savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce qui vous a amené finalement à vous inscrire à ce webinaire. Et puis, le mot qui pour vous représente le bilan de compétences. Quand on vous dit bilan de compétences, quelle image vous vient? Prends la parole qui souhaite. Je vais prendre la parole. Annick, Oui, bonsoir bonjour Annick. Stéphanie, et encore Bonsoir merci Annick. d'animer cette soirée. Merci Annika et à Big Coaching. Donc, je m'appelle Annick, je suis localisée en Normandie, près de Rouen. Donc, ce qui m'a amené à m'inscrire aujourd'hui, c'est que je suis aussi certifiée en bilan de compétences et en accompagnement des transitions professionnelles et en coaching. D'où l'intérêt de suivre ce webinaire. Et puis pour moi, ce que ça représente, le bilan de compétences, je vais utiliser peut-être une métaphore plutôt qu'un mot, c'est l'image quelque part d'une plante qu'on fait grandir en lien avec la citation que tu as donnée tout à l'heure. C'est l'image que j'ai. On accompagne à grandir en amenant de l'engrais, du soleil, enfin, de l'eau Eh, pour développer les potentialités. ouais, super, super. Donc la plante qui grandit, qu'on aide à grandir, à faire pousser avec ce rôle de consultant bilan de compétences. Voilà, dévoiler toute sa beauté. Super. Merci. Qui d'autre souhaite prendre? Axel, je vois la main levée.
Oui. Donc moi, c'est Axel, je suis à San Diego en Californie. Qu'est-ce qui m'a amené à m'inscrire? Voilà, curiosité, le lien que je peux faire avec du coaching, voir si effectivement il peut y avoir un lien. Et puis pour moi aussi, voilà, un bon moment euh, pour comprendre un peu mieux cet outil et voir si ça peut être intéressant pour moi et si ça peut m'apporter des ficelles. Et le mot, alors c'est pas un seul mot, mais c'est faire une pause pour faire le point. Ok. Merci, Axel. Merci. Isabelle, Oui. Bonsoir Stéphanie, merci bonsoir. pour ce que tu nous proposes ce soir. Moi je suis en Normandie aussi, peut-être pas très très loin d'Annick. Je suis plutôt vers Évreux, tu vois, Paris et Ok. Rouen. Et ce qui m'a amené à m'inscrire un peu à la dernière minute, j'avoue, mais j'avais bien ton sujet en tête. Et qui m'intéresse énormément puisque moi je suis consultante en recrutement à mon compte depuis 3 ans, mais je fais du recrutement depuis plus de 25 ans. J'ai, lorsque j'étais salariée, été RRH, responsable du recrutement, et j'ai fait du bilan de compétences en fait sans être certifiée en bilan de compétences. Mais ça m'a été demandé et donc je l'ai mis en pratique. Et je me suis aussi formée à la boxe Ikigai, je ne sais pas si tu Oui. connais. Et moi, je considère que c'est le bilan de compétences VIP, je l'ai toujours surnommé comme ça. Et donc, le mot qui me vient pour représenter le bilan de compétences grâce à la découverte de la boxe Ikigai, c'est la reprise de son pouvoir personnel. J'appelle ça comme ça, le bilan de compétences. Ok. Alors, agrémenté de la boxe, hein, bien sûr, parce qu'on va beaucoup plus loin qu'un bilan de compétences classique. Et je trouve que c'est assez magique de voir chaque personne reprendre son pouvoir personnel qu'il aura mis de côté pour X raisons. Et je Hmm. trouve que ça aide à émerger, faire émerger ça. Voilà. Ok. Super. Reprise du pouvoir personnel. Super. Merci, Isabelle. Sans prix, avec plaisir. Ajar, Bonsoir à tous, bonsoir bonsoir. Stéphanie et merci pour cette soirée. Donc je suis Ajar, je suis de Marseille. Pour ce soir, c'est curiosité, la découverte. Alors j'entends parler du bilan de compétences et je m'étais interrogée pendant ma reconversion pour en faire. Finalement, j'en ai pas fait. Donc voir ce que tu vas nous présenter. Et le mot qui représenterait le bilan de compétences pour moi, c'est rebondissement. Ça permet de rebondir. Hey, super. Merci à toi. Ensuite, je vois la main de Christine. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. hum, moi je suis à Montpellier. Alors, ce qui m'a amené à m'inscrire, ça fait maintenant 1 an que j'hésite à me former au bilan de compétences. Donc, voilà, comme ça me donnera un petit peu plus de billes. Et le mot qui représente le mieux pour moi, alors j'avais pensé aussi à rebondir. Et l'autre mot, c'est brainstorming interne. Ok. Voilà, Brainstorming interne. Donc, tu avais pensé à rebondir comme la cité Ajar et du coup, c'est ça. rebondir et brainstorming interne. Ok, Ouais. super. Merci, Christine. Merci à toi. Alors, ensuite, qui a levé la main? Isabelle a toujours la main levée, donc non. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de partage? Fabrice, je vois. Merci, bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi, je suis basé à côté de La Rochelle. Euh, ça m'a interpellé, comme j'imagine beaucoup de monde, parce que ça semble être, le bilan de compétences semble être un de ces mots-clés à la mode, en fait, euh, dont tout le monde aimerait plus ou moins s'emparer, je crois. Euh, Moi, ce qui m'interpelle, c'est justement le fait que ce soit un mot à la mode, en fait.
et que on soit dans une période où, en bien ou en mal, je sais pas trop, je suis un peu dans l'expectative, euh, cette espèce de questionnement à 360 degrés de beaucoup de monde, en fait. Et du coup, ce qui m'interpelle dans le lien de compétences, c'est euh, jusqu'à quel point on peut se remettre en cause, en fait. Euh, un peu, beaucoup, passionnément, complètement, à 360 degrés, justement. Euh, donc voilà, et puis quand on met le doigt dans ces questions d'accompagnement, coaching entre autres, mais pas que, euh, c'est un peu ce qui vient de me titiller, en fait, surtout quand on nous dit on peut se former toute sa vie. Il y a cette espèce de floraison d'outils à droite et à gauche qui est une des tartes à la crème de notre milieu, en fait, hein. L'un des questionnements Mhm, sur mhm, on se forme, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est par peur de passer à l'acte ou enfin qu'est-ce que ça dit exactement de qui on est, où on va, etc. Donc voilà, donc ça fait pas mal de questionnements. Donc ça mhm. m'interpelle un peu. Et la question que j'ai vraiment en fond, c'est tout à l'heure en écoutant les uns et les autres, je me suis dit, mais quelle est la proportion de personnes qui n'ont pas, ou alors très mal été aiguillées pendant les premiers pas de leur vie, c'est-à-dire quand on est au collège, lycée, etc., et qui ont le luxe ou pas de se retrouver à 20, 30, 40, 50 ans après, pour certains jamais, en fait, de se rendre compte que ils n'ont pas forcément fait ce qu'ils auraient aimé ou dû, et, et qui finissent par faire ce pas-là un jour, en fait. Donc voilà, donc pour moi, c'est un peu toutes ces questions-là euh, qui me semblent assez profondes. Et puis à un moment donné, avant de prendre la parole, quand tu as posé la question à quelqu'un d'autre, bon, la réflexion que je me suis faite, c'est que je trouve ça absolument effrayant, en fait. Voilà, c'est assez effrayant de se dire que finalement, parfois, notre vie, notre parcours dépend juste de la bonne rencontre ou pas au bon moment. Donc voilà, donc je prends la liberté de partager tout ça comme ça à Ouais. chaud. Euh, Ouais, merci beaucoup de questions, en tout cas, ouais, comme tu dis, assez profondes sur le sens finalement de ces démarches, l'essor en lien avec ces démarches, et plus finalement ce que j'entends, hein, c'est aujourd'hui ça questionne sur le fait d'avoir fait ou pas les bonnes rencontres, ou pas les bons choix à un moment donné et dès le plus jeune âge. et puis aussi, peut-être pour finir par là, c'est aussi Hein. quelque part, c'est un peu un luxe aussi de se donner les moyens de pouvoir changer ou pas. Euh, ça va pas forcément de soi. En fait, une reconversion professionnelle. Alors, on a de la chance d'être en France et que la France a quand même certains outils, mais c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Et bien que ce soit déjà bien ce qui existe, je suis pas sûr que ce soit forcément assez en fait. Enfin, tu vois, donc voilà. Mais je vais arrêter là, ça en Ok. fait déjà pas mal. Ok, Mais en tout cas, on merci. pourra voilà, revenir sur ces éléments-là au fur et à mesure de la présentation par rapport à ce que tu as évoqué. Merci à toi en tout cas. Merci, merci. Tu as des Est-ce qu'il y a, propositions dans le chat, hein, Stéphanie. Je ne sais pas si tu as il y a- eu pour le Je dire. les vois pas, non, je ne les vois pas, donc je compte sur toi. Alors, on a Émilie des Sables d'Olonne qui fait une formation Ouais, fin février en vue de faire de la sous-traitance, d'où l'inscription à ce webinaire. ok, Elle est en recherche de sens et de connexion à soi au-delà des compétences académiques. Donc ça, c'est ce qu'elle parlait pour sa définition ouais, du bilan de compétences, si je retranscris bien. ouais, Euh, Ensuite, on a Nadine, 53 ans, qui est certifiée en bilan, épanouissement de soi vers un changement professionnel écologique. On a Cécile de Montpellier, en pleine reconversion pro, se re ou se découvrir, ou mieux se comprendre. Ensuite, on a Galia qui est sur Easy sur Heure, curiosité, le mot qui vient est changement, le mot qui lui vient est changement. On a mhm, Myriam de Lille, qui est coach modératrice et facilitatrice en intelligence collective. Elle est formée comme conseillère mobilité carrière ou CEP. Je songe à me former au bilan de compétences, même mot, s'offrir une pause pour faire le point. On a Anne-Marie de Lyon qui évoque le mot clarté. On a Anissa de Paris et pour le bilan de compétences, faire une rétrospective pour se mettre en action, pour mettre en action, pardon, la prochaine étape. Et ensuite, nous avons notre chère Delphine de Sao Paulo au Brésil,
encore pour quelques mois, mais sinon, ma structure est localisée au Sable d'Olonne. Elle serait ravie de te rencontrer, Émilie. Il y a des petits mots doux hein, en privé, hein, c'est beau. Les couples se forment au pays des abeilles. Donc, elle est elle-même consultante en bilan de compétences depuis peu et toujours intéressée pour s'enrichir et partager sur le sujet. Le mot, s'il faut en choisir un, serait accompagné. Voilà, elle va Accompagné. chercher son fils à l'école et elle revient. Ok, super, Et après, elle a deux pauses impeccable. pipi à faire, mais elle n'a pas marqué, mais je le sais parce que je la connais. C'est la blague. Super. Mais en tout cas, merci pour ces partages, pour ces mots que vous avez évoqués, que ce soit rebondissement, reprendre son pouvoir personnel, remise en cause, s'offrir une pause, cette clarté, la recherche de soi, tous ces mots qui ont pu émerger. Ce que je vais vous proposer, c'est justement en lien avec ces mots que vous avez évoqués, parler de ce fameux bilan de compétences et vous me direz à la fin si c'est toujours le même mot qui vous vient à l'esprit une fois que vous avez suivi ce webinaire. Donc, je vous invite à le garder précieusement avec vous. Alors, on va aborder les étapes clés d'un bilan de compétences. Mais avant de parler de ces étapes clés, je voudrais faire un petit quiz. Selon vous, quand est né le bilan de compétences? De quand date ce dispositif? 1976, 1986, 1991 ou 2014? Est-ce que vous avez une idée? Oui, Oui, Annick? 91. 91. D'autres? 91. Ouais, ok. Alors, par rapport à ça, alors 91, en fait, c'est la loi qui a instauré le bilan de compétences. Donc, ça veut dire que le bilan de compétences est devenu une action de formation à ce moment-là. Il a fait partie prenante de la loi. Mais en tout état de cause, il a commencé à apparaître au début des années 80 et notamment en 1986. Donc en fait, il y a deux bonnes réponses, c'est 86 et 91, puisque 86, en fait, c'est là où on a vu les premières structures de bilan de compétences qui se sont montées avec les CIBC qui existent encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que ce bilan de compétences, il est né dans un contexte qui est quand même bien spécifique, qui était lié à la montée du chômage en France. Il y avait eu les deux chocs pétroliers qui étaient arrivés, et donc c'est sous fond de crise économique que le bilan de compétences est arrivé. Donc l'idée, c'est aussi à l'origine, tel qu'il a été conçu, une transformation, aider à la transformation des métiers et aux mutations des structures de l'emploi. Donc, au-delà d'un outil, il y a une vraie volonté, en tout cas, des pouvoirs publics, de créer un outil qui permette aux salariés de prendre en main leur vie professionnelle et d'aborder la suite et cette évolution du monde du travail. Alors, si ce n'est qu'à cette époque-là, je dirais le bilan de compétences, il n'était pas à la main des salariés comme on a pu le connaître aujourd'hui avec notre fameux CPF, compte personnel de formation. Alors, si on part sur la définition du bilan de compétences, le bilan de compétences tel qu'il est conçu, c'est déjà analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution pro et ou d'un projet de formation. Donc là, on est sur la définition telle que les textes le prévoient. Et surtout, il y a cette notion de corrélation avec les besoins socio-économiques d'un territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le bilan de compétences tel qu'il a été conçu par les textes, c'est effectivement de permettre à la personne de faire le point, mais surtout pour répondre aux besoins en matière d'offres et de demandes au niveau du bassin d'emploi de la personne. Donc il y a cette corrélation entre besoins du marché et finalement les capacités et aptitudes de la personne. Qu'est-ce qui, selon vous, va différencier le bilan de compétences du coaching? Parce que ça, c'est une vraie question. Euh, Selon vous, qu'est-ce qui les différencie? Ça m'intéresse d'avoir votre vision. Moi, je veux bien intervenir. Oui, Alors moi, j'ai une image du bilan de compétences de quelque chose de très structuré, très pragmatique, avec un focus vraiment sur le travail. Et le coaching, pour moi, est beaucoup plus large que ça. C'est l'individu.
Ça va être la mise en mouvement. Alors, bilan de compétences à terme, c'est pour aller vers ça aussi. Mais pour moi, il y a un côté, je dirais, un constat, quelque chose de statique, et le coaching qui est vraiment quelque chose de... le bilan de compétences vient aider le coaching, éventuellement, pour accompagner l'individu dans sa globalité. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai avant le webinaire. Ouais. D'autres partages en lien avec ce qu'Axel vient d'évoquer, notamment par exemple pour euh, alors, ceux et celles qui ne pratiquent pas le bilan de compétences aujourd'hui, parce que je pense que celles qui le pratiquent ont déjà des éléments de réponse. Alors, alors, le bilan de compétences, comme l'a évoqué Axel, c'est effectivement, on est sur un processus qui est normé avec des phases réglementées et un objectif de résultat. Là où le coaching, on va être plutôt sur une obligation de moyens, où on va aller au rythme de son client vers un objectif qui va pouvoir être plus global. Ça, j'allais dire, c'est l'enveloppe finalement du bilan de compétences comparativement au coaching. Pour autant, en fait, on a vu ces dernières années l'arrivée de coachs dans la réalisation de bilans de compétences, ce qui n'était pas le cas à l'origine du process, puisqu'effectivement, il y a quand même une envolée du nombre de coachs sur le marché qui est assez conséquent. Et du coup, bien qu'on soit dans un processus normé avec des phases réglementées, l'objectif étant d'aboutir finalement à un projet professionnel et ou de formation, on a malgré tout cette approche aujourd'hui via le coaching d'une prise en compte plus globale de la personne. C'est-à-dire que le bilan de compétences, même s'il est normé et structuré, pour autant, il n'empêche pas d'aborder la personne dans sa globalité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, si on ne traite qu'un pan de la question, ben, au final, on passe à côté de certains éléments. Pour compléter ce que disait Axel, le coaching, il va pouvoir aussi venir en soutien après le bilan de compétences. Et ce qui aura été amorcé pourra être travaillé plus en profondeur ensuite. Annick, je ne sais pas si tu partages ce point de vue là, toi qui fais du bilan de compétences. Oui, je partage. Alors, je suis juste pas d'accord sur l'objectif de Vas-y. résultat. Effectivement, les textes ne disent pas ça, mais pour moi, le bilan de compétences, c'est comme le coaching, on a une obligation de moyens en tant que consultant. Mais effectivement, il y a bien un objectif derrière d'aboutir à un projet professionnel, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de rappeler. Ok. Alors, voilà pour ces éléments autour bilan de compétences et coaching. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au profil des bénéficiaires, on a aujourd'hui majoritairement des femmes, même près de 80% des personnes qui effectuent un bilan de compétences sont des femmes. Ce sont des femmes, 83% sont des personnes qui sont en poste, dont un tiers de cadres. Et les individus, la moyenne d'âge, on est sur la tranche d'âge 35-49 pour plus de 50%. Par contre, ces dernières années, en fait, on a observé une tendance au rajeunissement, notamment des bénéficiaires qui sollicitent ce service avant l'âge de 35 ans. Donc, on voit que cette question tout à l'heure que posait Fabrice aussi, hein, ces éléments-là, c'est qu'aujourd'hui, ce questionnement, il arrive beaucoup plus tôt par rapport aux générations actuelles de questionnement sur est-ce que je suis bien dans ma voie, est-ce que si, est-ce que ça, et le monde du travail vient chahuter finalement les personnes qui sont en poste. Donc il y a cette tendance-là au rajeunissement. Sur les chiffres clés, je vous ai mis quatre éléments. Qu'est-ce que c'est ce plus 70% pour vous? À quoi il peut faire référence? Dans les chiffres clés, aujourd'hui, il y a plus 70% de quoi? De demande pour faire des bilans? Oui, effectivement, on a eu en fait une augmentation des demandes de bilan de compétences entre 2019 et 2023 qui a augmenté de 70%. Donc il y a le phénomène post-pandémie aussi
Covid qui a entraîné un accroissement de la demande. Les 23 milliards d'euros, est-ce que vous avez une idée? Le chiffre d'affaires de Mika. Oh! C'est vrai, j'avoue. Le Goliath, Alors, on peut en parler. En il faisant de souhaitait la rester musique. discret. C'est sa reconversion à lui, voilà, qui a généré un chiffre d'affaires colossal. En fait, c'est le montant des dépenses au titre du compte personnel de formation en 2023. 23 milliards d'euros au titre du compte personnel de formation. Et sur ces 23 milliards d'euros, c'est 2,3, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, c'est la virgule que je ne voyais plus, c'est Ah 2,3 oui, millions d'euros, milliards d'euros. Je, je c'est me disais, mais uniquement en même valable pour temps, la France. ouais, C'est c'est pour uniquement la valable pour France la France, hein, uniquement. c'est Ouais, ça. Ouais, d'accord. données France, puisque le CPF n'existe qu'en France. OK? Donc 2,3 milliards d'euros, dépenses de CPF en 2023. Et sur ces 2,3 milliards d'euros, on a 5% qui le sont au titre du bilan de compétences. 120 000, une idée? 120 Alors, 000 120 000, professionnels, 120 000 professionnels qui proposent le bilan de compétences en France. ça pourrait. En fait, c'est le nombre de bilans de compétences qui a été réalisé en 2023 en France. Et en fait, cette offre-là, elle a fortement cru, notamment avec l'arrivée des bilans de compétences qui ont été proposés en, en ligne. Donc, avec l'arrivée du distanciel, donc le online, en fait, a créé ce phénomène-là de hausse aussi de la demande et de l'achat de bilans de compétences. Hein, donc, c'était quelques chiffres clés pour vous donner un petit peu des éléments de visibilité autour de ce dispositif-là. Sur les publics concernés, ah, je vois Ajar, vas-y, je t'en prie. J'ai une question sur, par rapport au nombre de bilans de compétences qui ont été faits. Est-ce qu'on a le pourcentage de reconversion effective derrière? Alors, par rapport au pourcentage de reconversion, on sait qu'aujourd'hui, statistiquement parlant, dans les bilans de compétences qui sont faits, on a la moitié des personnes qui ne bougent pas, soit qui restent dans l'entreprise ou qui font simplement une évolution professionnelle. Donc, après, on va être sur l'autre moitié. Ils peuvent faire une reconversion professionnelle, mais en fait, c'est vraiment aujourd'hui pas la tendance majoritaire. La grosse majorité est quand même à rester ou à être en évolution en interne. Ok, merci. OK? Anissa? Oui, j'avais une question par rapport à, alors sans forcément connaître exactement la Ouais. répartition, tu disais au départ que c'était impulsé initialement par les politiques publiques et notamment ceux qui avaient la main étaient plutôt les entreprises. Mm. Ma question est, est-ce qu'aujourd'hui un salarié qui ne veut pas passer par son CPF peut toujours demander auprès de l'entreprise qu'il emploie ce soit l'entreprise qui finance le bilan de compétences? Oui, oui, c'est possible de le demander. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, vu que le CPF a été mis en place, qu'il est à la main de chaque personne et que les compteurs CPF sont souvent bien alimentés parce que les personnes ne les ont pas utilisés ou ne savent pas pour quelle formation finalement choisir. La plupart des entreprises ont quand même tendance à botter en touche sur le financement, ou alors ils peuvent proposer un abondement, donc ils demandent un cofinancement, financement d'une partie par le salarié via son CPF et eux vont faire un abondement CPF. Après, on a certaines stratégies RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans lesquelles les structures peuvent décider que dans certains cas de figure, notamment euh, des structures moi, avec lesquelles je travaille, qui le font dans le cadre de reclassement professionnel des personnes qui se retrouveraient potentiellement en inaptitude au travail. Du coup, pour montrer une démarche positive, l'employeur peut proposer et financer le bilan de compétences, mais ce n'est pas la majorité. D'accord. Donc, en gros, les entreprises vont plutôt demander aux salariés d'utiliser le CPF, c'est ça, dans ton Ouais, expérience? c'est ça. Ok. Et uniquement dans les C'est cas c'est- d'inaptitude?
Il y a Parce pas qu'il y a que les dans ces travaux cas-là, dits je dis dans les... aujourd'hui. Ah, d'accord. Dans, dans- dans la majorité des cas, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui le propose. Mais majoritairement, les plans de développement des compétences des entreprises sont contraints et ils vont aller prioritairement sur le financement de formations qui vont être obligatoires ou qui vont les intéresser en tant que telles. Après, certaines Mm. structures mettent en place des dynamiques, et notamment en fonction de la taille de la structure, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc, dans ce cadre-là, peuvent définir une stratégie d'accompagnement. C'est quand même pas la Mhm. majorité. Ouais, Il faut se le dire, quoi. d'accord. Et pour toi, ça rentrerait dans quelle catégorie dans le plan de formation? Bah, Renforcement, développement ou... dans le développement. En fait, ça fait partie des actions Développement. de développement, développement des compétences d'insertion professionnelle. En fait, c'est la catégorisation telle qu'elle est. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, sur les publics concernés, qui sont les publics concernés par le bilan de compétences selon vous? Petite idée? Les salariés principalement? Ouais. Les salariés principalement, mais dans les salariés, c'est aussi bien les CDD que les CDI, les personnes en contrat durable ou justement en contrat à durée déterminée. Les intérimaires aussi, parce qu'ils acquièrent du CPF en intérim, donc les intérimaires sont également concernés. On a aussi les salariés du secteur public, puisque eux-mêmes ont un compte CPF, mais par contre, ce compte CPF, il est pas en heures, pas en euros, il est en heures justement et qu'il faut qu'ils passent, eux, par des dispositifs un peu, j'allais dire, euh, spécifiques pour se faire financer leur bilan de compétences, mais eux aussi. Et souvent, on les oublie, c'est les travailleurs indépendants. Parce que eux-mêmes, en fait, depuis 2019, acquièrent du CPF. Donc, ils peuvent financer soit via leur compte CPF, soit via leur fonds d'assurance formation, leur OPCO. OK? Donc, en un mot, finalement, tout le monde peut demander un bilan de compétences, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié ou même demandeur d'emploi. Alors, ce bilan de compétences, comme je vous le disais au début, en fait, il est normé par trois phases réglementaires. La phase préliminaire, qui va être la phase, on va dire, d'entretien préalable, dans lequel on va définir quel est l'objectif de l'accompagnement, précisément, l'objectif de ce bilan de compétences. On va faire un entretien approfondi pour aller déterminer ce sur quoi la personne a besoin d'avancer plus spécifiquement pour aboutir à son projet professionnel ou à son projet de formation. On va avoir la phase la plus longue du bilan de compétences qui s'appelle la phase d'investigation. C'est toute la phase dans laquelle on va faire le travail d'introspection, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences professionnelles, extra-professionnelles, quels sont mes intérêts professionnels, quelles seraient les pistes métiers que je pourrais envisager. Donc, tout cet aspect-là va être étudié dans la phase d'investigation. Et puis, la troisième phase, qui est la phase de conclusion, dans laquelle finalement, on va valider la synthèse de l'accompagnement, valider le plan d'action qui aura été déterminé par la personne et finalement clore cet accompagnement avec toute l'évaluation qui va en découler. L'intérêt du bilan de compétences, c'est que à la fin, finalement, vous avez un entretien de suivi qui se fait 6 mois après la fin du bilan de compétences. Donc, cet entretien de suivi, il a pour intérêt de refaire un point avec la personne, de lui permettre de garder aussi une dynamique et de se dire, tiens, j'ai une échéance à 6 mois et on va voir ce qu'il aura pu mettre en place, voir avec lui comment le guider, s'il y a besoin de réajuster son plan d'action, si le projet a été mis en place, pas mis en place, quelles en sont les causes. Mais en tout cas, l'aider sur la durée, je dirais, dans cette dynamique-là. C'est OK pour tout le monde? Oui. Alors, ce bilan de compétences, il a une durée maximum de 24 heures, tel que prévu par les textes. Et surtout, il prévoit qu'il y ait du travail personnel intercession, puisque le temps
que la personne va avoir avec son consultant en face à face n'est pas suffisant en tant que tel pour conduire toute la démarche. Donc, il va y avoir un travail intercession, soit avec des exercices à réaliser, soit des tests à passer en fonction des tests pour lesquels les consultants peuvent être formés, des travails à réaliser par rapport à des enquêtes métiers, parce qu'il y a vraiment cette notion d'enquête métier qui est importante, c'est-à-dire qu'une fois que votre bénéficiaire a identifié des pistes, c'est comment il va se confronter à la réalité. L'idée, c'est que le bilan de compétences aboutisse à un projet qui soit réaliste et donc que la personne ait pu se rendre compte de la réalité du métier qu'il souhaite exercer. Donc ce travail intercession, sa durée varie en fonction de chaque individu, du temps qu'il va y consacrer et du nombre de pistes métiers aussi qu'il aura pu identifier. Donc, ce qui va être important, c'est avec le bénéficiaire d'insister sur cette notion d'engagement personnel et de travail intercession qui sera réalisé. Parce que du coup, c'est pas neutre si on veut effectivement avancer et aboutir à la mise en tout cas, la mise en lumière du projet professionnel ou du projet de formation. Je vous ai fait une slide rapide sur les financements possibles d'un bilan de compétences. Comme je vous le disais, puisqu'on a rapidement échangé avant, possibilité de financer via son compte formation, via le plan de développement des compétences de l'entreprise, un cofinancement du CPF avec l'employeur, via les OPCO, les opérateurs de compétences, ou les fonds d'assurance formation pour les indépendants, via le France Travail qui peut aussi abonder si la personne n'a plus de fonds sur son CPF, via la GFIF pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, si aucune des autres solutions ne convient, le bilan de compétences peut être aussi réalisé en financement personnel, bien évidemment. Anissa, oui. Oui, comment ça se passe pour des salariés en outplacement, en reclassement professionnel? Ils rentreraient dans Euh, quel dispositif? Les salariés en outplacement, ils sont plutôt dans la catégorie, j'allais dire, entre guillemets, demandeurs d'emploi. Mhm. Euh, comment? Oui, oui, non, ok, Hein. d'accord. Plutôt dans la catégorie demandeurs d'emploi. Pour autant, soit la structure a financé, parce qu'il y a ça aussi, le cabinet d'outplacement dans lequel potentiellement avec laquelle l'entreprise, pardon, a signé une convention, Mhm. peut proposer le bilan de compétences. Ça, c'est possible. D'accord. Soit après, on peut avoir la personne qui le finance, elle, directement via son compte CPF et puis après bénéficier de l'outplacement si jamais cette structure-là ne le proposait pas. Mais en général, ces structures, elles proposent à la fois du bilan de compétences et un accompagnement plus spécifique à la recherche d'emploi, quoi. Hein. Donc, euh, Mhm. donc c'est plutôt Merci, ces super. structures-là en général qui financent, quoi. D'accord. Merci. Alors, sur les compétences, outils et techniques pour accompagner efficacement vos clients. Alors, les profils des consultants en bilan de compétences, ces profils-là, ils ont évolué au fil du temps. À l'origine, et notamment dans les années 86, quand le bilan de compétences a été mis en place, on avait surtout des profils de psychologues du travail qui réalisaient le bilan de compétences. On a eu des profils RH également. Et comme je vous le disais, depuis quelques années, on a des profils de coach qui viennent, je dirais, enrichir le panel des consultants et aussi apporter leur touche personnelle, on va dire, et aussi la touche professionnelle du coaching. Donc, pour moi, ça a aussi eu un impact sur la posture et la manière dont le bilan de compétences peut être conduit parce que j'ai souvent eu le cas de figure, en tout cas, je vous parle de mon expérience passée en tant que responsable RH, dans les structures dans lesquelles je suis intervenue, le bilan de compétences n'avait à l'origine pas forcément bonne presse et souvent vécu comme la passation d'une batterie de tests uniquement une batterie de tests ou de questionnaires auxquels répondre. Et c'est vrai que l'évolution
du monde du travail et l'arrivée du coaching a aussi permis d'enrichir la posture et d'apporter des approches aujourd'hui différentes. Et pour moi, c'est une vraie richesse d'avoir cette casquette de coaching dans l'accompagnement du bilan de compétences, parce qu'on va aussi identifier beaucoup plus facilement les peurs, les freins, pouvoir faire des amorces sur ces sujets-là et aussi pouvoir les accompagner post-bilan si le client, en tout cas le bénéficiaire, a besoin d'en bénéficier. OK? Et puis, on a aussi dans les profils de consultants des profils de personnes issues de l'insertion sociale. Quand je dis insertion sociale, on peut aussi bien avoir des personnes issues du travail social que des personnes qui ont travaillé dans des structures d'accompagnement à l'insertion professionnelle. OK? Alors, quelles sont selon vous les compétences requises pour exercer ce métier de consultant en bilan de compétences? Petite proposition. Des consultants qui exercent déjà peuvent aussi. Une certification. Alors, la certification, ça va être, j'allais dire, le tampon, finalement, qui va permettre de dire je suis, entre guillemets, bon pour le service en tant que consultant en bilan de compétences. Et du coup, qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette certification? Ça serait pour développer quel type de compétences? La structure, l'organisation. Ouais, de la structure, de l'organisation. Il y a des gens qui mettent sur le chat, en fait. Ah, sur le chat. Ah, ah. Alors, je comptais sur Peut-être il y a Mika l'écoute, pour. la reformulation de Myriam. Émilie, Ouais, écoute, connaître la législation, le cadre réglementaire, avoir des outils et tests qui permettent l'introspection. ouais. Fabrice proposait la posture du coach. Mm, Myriam, des compétences en rédaction. ouais. Et Isabelle, connaissance du marché du travail. Ok. Et effectivement, toutes ces compétences-là sont requises. Je vous ai mis sur les compétences techniques. Je vous les ai balisées de cette manière-là. Les compétences techniques, maîtrise des outils du bilan de compétences, quels outils on utilise, des outils de gestion de carrière aussi. Tout ce qui va être les techniques d'entretien individuel, et ça fait le lien avec aussi la posture du coach, parce que cette posture du coach, pour moi, c'est vraiment une condition. Certes, elle est peut-être pas suffisante, mais en tout cas, pour moi, elle est nécessaire. Les techniques de restitution et de synthèse, et donc dans cette notion de synthèse, il y a ces compétences de rédaction qui étaient évoquées. Et puis finalement, il y a aussi cet appui à j'allais dire, à la gestion de projet sur finalement comment j'aide mon bénéficiaire à construire son plan d'action, à le suivre et à lui donner des outils et méthodes. Donc ça, c'est sur les compétences techniques. Sur les compétences métiers, on va avoir effectivement l'analyse des parcours professionnels. Comment est-ce que on fait le point par rapport à un parcours professionnel pour arriver à faire émerger des éléments qui vont pouvoir être réutilisables pour la suite. L'identification des compétences transférables, parce que finalement, aujourd'hui, pour pouvoir opérer un changement, quel qu'il soit, on a besoin d'identifier les compétences sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, celles qui seront transférables d'un environnement professionnel à l'autre. Connaître les processus de reconversion, et là derrière cette notion de processus de reconversion, on va avoir tout ce qui est environnement de la formation professionnelle avec les outils, les aides qui peuvent venir en appui, je dirais, du bénéficiaire et finalement les dispositifs de formation existants aussi. Après, en compétences métiers, bah, l'accompagnement du changement, mais je dirais finalement, quand on est coach, c'est ce qu'on fait, c'est accompagner le changement. Et l'aide à la décision professionnelle, on va être finalement sur une aide au choix des projets professionnels qui pourraient émerger, pardon. C'est comment finalement on va aider notre client à synthétiser
tout ce qu'il aura pu faire émerger et comment on va l'aider à prendre cette décision-là euh, en harmonie ou en adéquation avec ce dont il a besoin. Sur les compétences sectorielles, c'est ce que vous évoquiez, c'est la connaissance du marché de l'emploi, des outils de mobilité professionnelle, la réglementation du travail et le cadre légal dans lequel cela va s'exercer, la connaissance des dispositifs de formation et puis les réseaux de partenaires professionnels sur lesquels s'appuyer, puisque tout à l'heure, l'une d'entre vous disait qu'elle avait été ou qu'elle était conseillère en évolution professionnelle. Et on a notamment ces dispositifs-là qui sont aussi des dispositifs complémentaires et sur lesquels s'appuyer pour que le bénéficiaire puisse finalement, une fois son bilan de compétences terminé, si c'est à ce moment-là, voir s'il a besoin de faire une validation des acquis de l'expérience, comment il peut être accompagné. Et même ce conseiller en évolution professionnelle, il va être à disposition, que ce soit des salariés ou des travailleurs indépendants, on va dire, tout au long de la vie professionnelle. C'est un dispositif qui est gratuit, qui est un dispositif aujourd'hui qui est fortement aidant et qui permet aussi de baliser son parcours professionnel. Et puis sur les soft skills, les compétences douces, on retrouve les compétences aussi du coaching, l'écoute active et l'empathie, la capacité à poser les bonnes questions. Alors quand je dis les bonnes questions, c'est surtout être dans le questionnement, question ouverte, être centré sur son client, qui est de la neutralité et du non-jugement, bien évidemment. La capacité à le motiver, à l'encourager, puisque en fait, dans le bilan de compétences, on rencontre souvent deux phases. La première phase où le client finalement est dans une phase d'introspection et ça donne un petit côté un peu, souvent, la personne est très demandeuse, elle a envie, elle apprend à mieux se connaître, donc il y a cette phase assez dynamique. Et puis à partir du moment où les projets ont été identifiés, que le bénéficiaire va se confronter à la réalité du métier ou du monde professionnel concerné, on risque d'avoir à ce moment-là, souvent, il y a un peu une baisse d'énergie avec cette idée, où là là, finalement, on prend conscience de ce qui se passe. Et donc là, c'est aussi comment on arrive à le remobiliser et à l'encourager quand les peurs vont réémerger. Et puis, résilience et gestion du stress. À un moment donné, c'est aussi cet accompagnement de notre client et dans cette démarche qui n'est pas anodine, donc à utiliser aussi avec des pincettes et à respecter son rythme, bien évidemment. Alors, finalement, cette posture de consultant en bilan de compétences, c'est une casquette qui va allier tour à tour la posture de coach, la posture de facilitateur, on va être là pour faciliter la mise en œuvre du projet. La posture d'expert, d'expert en gestion des compétences, puisque cette notion de compétence, elle est quand même très importante pour la suite. Identifier aussi les compétences qu'il aura capitalisées et surtout celles qu'il souhaitera encore utiliser et mettre en œuvre, parce que finalement, on a beau avoir des compétences, c'est pas pour autant qu'on a un intérêt, quand je dis un intérêt, une appétence pour ces compétences-là. Donc, c'est aussi l'aider à faire le tri là-dedans. Cette idée de conseiller aussi en orientation professionnelle et puis de formateur. Donc, on change de casquette régulièrement et moi, aujourd'hui, c'est vraiment cette posture, j'allais dire multicasquette, qui fait que moi, en tout cas, je m'éclate dans cette fonction-là parce que du coup, ça allie plein de dimensions différentes et ça me permet aussi finalement euh, de faire appel à mes différentes vies professionnelles. Donc, l'idée, c'est aussi de réfléchir, vous, finalement, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Est-ce que ce changement de casquette, c'est quelque chose qui pourrait vous animer dans un futur métier de consultant en bilan de compétences? Donc, de commencer à cheminer, à réfléchir sur ces aspects-là. Alors, sur les techniques et outils qui peuvent être utilisés, donc on a les techniques d'entretien et d'accompagnement qui sont finalement les techniques que vous pouvez utiliser déjà en tant que coach professionnel. Les outils d'évaluation des compétences, comme je vous le disais, l'idée, c'est que votre client il puisse avoir identifié son portefeuille de compétences, les compétences qui sont transférables, les compétences dont on a besoin sur le marché du travail et qui sont attendues au sein des entreprises. Et du coup, d'avoir aussi cette veille par rapport aux évolutions et aux attendus et voir comment lui peut aussi les développer.
Les techniques et questionnaires psychométriques, finalement, c'est tous les tests qui peuvent être passés pendant cette phase-là. Est-ce qu'il y a des tests pour lesquels vous êtes formé, que ce soit par exemple le MBTI, la Processcom, il y en a qui sont sur le disque. C'est finalement, on peut avoir une palette de tests. Maintenant, l'idée, c'est que le test, il soit adapté à ce qu'on cherche. Ça sert à rien de déployer 10 tests ou 10 questionnaires pour son client. Le tout, c'est que ça soit utile et positionné au bon moment. Après, certains tests psychométriques nécessitent des certifications, donc à voir ce que vous avez envie d'en faire ou pas dans le cadre de votre métier. Les techniques de réflexion et de projection, on va être là sur tout ce qui est finalement analyse du projet professionnel, projection et quand je dis projection, c'est finalement quel va être le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif. Et on a souvent des plans d'action qui sont à tiroir avec des étapes qui soient bien structurées. À un moment donné, c'est aussi de la responsabilité du consultant en bilan de compétences d'alerter son bénéficiaire sur les différents, j'allais dire, points de vigilance à avoir et sur les points sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Et donc, on va avoir aussi des outils d'aide à la construction de projets. Et certes, c'est un outil qui est normé, pour autant, chaque bilan de compétences est différent et laisse la place à la créativité. Pour moi, je voulais quand même insister là-dessus parce que quand on se dit dispositif normé, on se dit, oh là là, ça y est, on rentre dans des cases et ça risque d'être un peu longuet et pénible. La créativité, on peut utiliser pour agrémenter ces séances plein d'outils différents qui vont permettre justement de répondre aux différentes typologies de profils. Moi, je sais que dans les bilans de compétences que j'utilise, je vais aussi bien utiliser, j'allais dire, des techniques d'art-thérapie, des outils inspirés de ces éléments-là, avec lesquels j'ai créé des protocoles qui m'aident à faire émerger des compétences qui peuvent m'aider à faire émerger certaines forces chez mes clients. Tout à l'heure, vous parliez de la boxe Ikigai. L'une d'entre vous avait été formée à la boxe Ikigai. L'idée, pour moi, c'est d'allier différentes choses. On va être aussi bien dans du photolangage. Et là, je vois qu'il y a Corinne qui est avec nous via Points of View. Moi, cet outil-là, il est assez magique aussi. Et je l'utilise dans le cadre de l'ikigai, par exemple, que je fais dans le cadre du bilan de compétences. Donc, il y a moyen, au-delà des outils, on va dire, quand je dis professionnels du bilan de compétences, d'agrémenter avec des choses qui soient sympathiques et qui permettent de donner de la dynamique et rendre le truc un peu plus fun quand même. Alors, pour celles qui en font, si vous voulez partager votre, euh, votre retour d'expérience par rapport à ça, ça peut être intéressant pour les participants, si vous êtes OK. Qu'est-ce que tu voulais qu'on partage, Stéphanie? Non, je Excuse-moi. disais si vous vouliez partager des outils que vous utilisiez dans le cadre du bilan de compétences, si vous étiez OK avec le fait que ça laisse place aussi malgré tout à de la créativité et qu'on peut mettre des choses un peu sympathiques et ne pas s'ennuyer dans le bilan de compétences. Oui, alors, moi je peux témoigner dans le cadre de la boxe, puisque voilà, en fait la boxe Ikigai, et tu l'as dit, hein, il me semble, elle va englober de l'analyse transactionnelle, du photolangage, la process com. En fait, on retrouve dans la boxe tout un panel d'outils déjà qui sont intégrés à l'intérieur. Donc voilà, pour ma part, c'est le témoignage que je pourrais apporter. Après, c'est vrai que je m'appuie aussi beaucoup sur des tests de personnalité qui peuvent être aidants. Voilà, donc Assess First, le MBTI, le DISC. On en a plusieurs qui sont à notre disposition Mhm. qui peuvent être très utiles. Merci Isabelle. Sans plus. Annick? Ouais, oui, je partage aussi tout ce que vous avez évoqué. Il y a les approches narratives aussi, l'approche de vie. Ouais. Enfin, il y a tout plein d'outils qu'on utilise également en coaching, que l'on peut utiliser également dans le cadre du bilan de compétences. Effectivement, comme tu disais, la créativité est importante parce qu'on doit aussi s'adapter à notre bénéficiaire et certains sont plus à l'aise sur du visuel ou pas. Donc, on peut adapter aussi les outils en fonction de notre bénéficiaire.
Merci Annick. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là par rapport à ce qui a pu être évoqué jusqu'à présent? Je pense que ça va être évoqué par la suite, mais justement, comment tout ça rentre dans la normalisation des 24 heures. Comment cela rentre dans la normalisation des 24 heures? C'est-à-dire, Ouais. vas-y, est-ce que tu peux préciser ta question? Bah, en fait, là, je découvre du coup que ça c'est censé rentrer dans 24 heures et en fait, ma question, elle est plutôt sur comment un consultant en fait découpe ça, étant donné que le travail personnel à intercession ne rentre pas dedans. Et, Alors, voilà. Est-ce qu'il y a aussi une normalisation sur le nombre de rendez-vous parce que justement on est sur du bilan de compétences. Enfin voilà, j'essaie de me projeter sur ouais. comment on formalise avec le bénéficiaire les rendez-vous, la durée, etc. Mais là, c'est peut-être plus du mode de l'organisation. Voilà. Après, oui, alors c'est du mode de l'organisation. Ce qui est normé, c'est la durée, je dirais, totale du bilan de compétences. Après, à l'intérieur, et ça va dépendre aussi de ton client, du besoin qu'il va avoir, parce que finalement, d'un client à l'autre, certains ont pu déjà conduire une réflexion sur la suite de leur projet professionnel et vont faire appel à toi en disant, ben, j'ai besoin de conforter l'idée que j'ai. D'autres vont dire, ben, moi, j'ai besoin de faire la totalité. D'autres vont avoir besoin d'aller jusqu'à un appui à la mise en œuvre du plan d'action. Donc, en fait, les durées de bilan de compétences, elles varient aussi en fonction des besoins de ton client. Donc, c'est ça, cette notion d'adaptation. Et deuxième chose, le nombre de séances varie justement en fonction de cette durée. Maintenant, en général, certains font des séances, par exemple, si je prends un bilan de compétences qui dure 12 heures, admettons, sur ce bilan-là, certains peuvent faire alterner des séances de 1 heure, de 2 heures en fonction des sujets qui vont être abordés. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire varier le nombre de séances par rapport à la durée. Donc, moi, je sais qu'habituellement, les bilans de compétences que je fais, je suis surtout sur des bilans de 16 heures et je fais 8 séances de 2 heures. Euh, Après, c'est une manière de fonctionner. Avec certains clients, je vais être sur au début des séances de 2 heures et puis à la fin, je vais les redécouper en séances de 1 heure parce que mon client, au moment où il va faire ses enquêtes métiers, il aura peut-être besoin juste d'avoir un petit coup de boost, de redébriefer sur un sujet et auquel cas, je vais redécouper mes séances. Je dirais c'est vraiment fonction du besoin du bénéficiaire. Avec la pratique, j'ai des découpages types. Pour autant, ces découpages types, c'est plus moi avoir de la visibilité pour savoir où j'en suis et comment je dois avancer pour la suite pour finalement atteindre cet objectif de réalisation d'un projet professionnel et ou d'un projet de formation. Si je passe sur 8 séances, si je passe 6 séances à faire de l'introspection, à un moment donné, ça va bloquer. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, complètement. Ça met peut-être justement en lumière une différence peut-être avec le coaching dans le fait d'être dans l'agenda du coaché. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? Mettre dans l'agenda du coaché, tu disais? Mm. Oui, c'est qu'à un moment donné, c'est le rappeler justement à rester focus sur le plan d'action, sur les objectifs dédiés et effectivement sur le fait qu'à un moment donné, c'est d'être en capacité de délivrer, en fait, si je Oui. comprends bien, c'est-à-dire de Hmm, hmm. baquer derrière des démarches ou via le projet de formation, via le projet professionnel, Ouais. on est vraiment ancré dans la réalité C'est ça, terrain, donc métier, on cadre, professionnel. voilà. Je comprends bien. On a D'accord. besoin de mettre un cadrage plus serré qu'en coaching, en tout cas. D'accord. Merci. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte l'état dans lequel arrive son client le jour de la séance et autres, et qu'il n'y a pas une adaptation et une adaptabilité. Pour autant, c'est aussi recadré quand on sent que ça dérive, parce qu'il se peut que dans certains cas de figure, le client soit n'ait pas fait, je dirais, le travail intercession. Donc, c'est comment on rebondit aussi par rapport à ça. Il y a toute cette notion d'adaptabilité, finalement, pour pouvoir
in fine, aboutir au plan d'action attendu, on va dire. C'est OK? Ouais. Oui. Alors, 8 étapes pour devenir consultant en bilan de compétences. Première étape, pour moi, la question avant de devenir consultant en bilan de compétences, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis en phase avec ce métier et ses différentes casquettes? Parce que du coup, on alterne entre différentes postures, donc encore faut-il, je dirais, apprécier ces changements de casquette, ces changements de posture. Donc pour moi, il y a cette première question à se poser qui est importante parce que quand on fait un job, autant être aligné avec ce qu'on fait, quoi. C'est pas le tout de se dire, tiens, ça peut être intéressant, il y a de la demande dans le bilan de compétences. Encore faut-il voilà, se projeter et se poser les bonnes questions. La deuxième question, c'est est-ce que c'est cohérent avec le reste de mes activités? Quel lien avec mon offre finalement aujourd'hui? Est-ce que il y a vraiment une continuité? Certes, je suis coach. Pour autant, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire et comment je l'intègre à mon offre globale d'accompagnant, de coach, de formateur qu'on peut avoir? Quelles sont mes motivations profondes à devenir consultant indépendant en bilan de compétences, hormis l'aspect rentabilité? Quand je dis rentabilité, c'est le fait qu'il y ait de la demande et que potentiellement les clients arrivent aussi. Et qu'est-ce que j'ai à apporter à mes clients? Finalement, qu'est-ce que le bilan de compétences va leur apporter aussi à travers cette démarche? Donc, je vous invite vraiment pour ceux qui hésitent encore, à vous poser ces questions-là avant de vous lancer. Et puis, une fois que vous aurez répondu à ces questions-là, de vous dire, bon, bah, OK, c'est clair pour moi, c'est vraiment une casquette que j'ai envie d'avoir et d'adopter. Et je dis ça parce que moi, à un moment donné, ça a été la réflexion quand j'ai quitté ma structure et que j'étais responsable RH. Derrière, je me suis formée au coaching. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et que j'avais besoin de finalement mettre aussi, de valoriser quelque part toute mon expérience passée et que du coup, finalement, le coaching, j'aime beaucoup. Pour autant, il me manquait quelque chose que j'ai trouvé via le bilan de compétences. Et via le bilan de compétences, parce que ça me permet d'allier aussi cette casquette de conseil et de mettre aussi au service de mes bénéficiaires mon passé professionnel. Donc pour moi, c'est venu mélanger finalement ces différents éléments et c'est pour ça aussi que j'y trouve mon compte. Donc voilà, c'était pour vous partager aussi ça. Donc regardez ce que vous pouvez apporter dans cette démarche-là et vous en serez d'autant plus alignés et finalement vous éclaterez dans le bilan de compétences. Alors, quelle rentabilité? Aujourd'hui, les tarifs moyens d'un bilan de compétences, par rapport à ce qui est affiché, on est globalement entre 100 et 150 euros de l'heure. Dans ces 100 et 150 euros de l'heure, on a le temps de face à face, le temps de rendez-vous à 6 mois, et puis cet aspect rédaction de la synthèse. Alors, cette rédaction de la synthèse, c'est important de ne pas la minimiser parce que la synthèse, c'est pas juste, je dirais, un copier-coller, j'allais dire, des compétences de la personne, mais l'idée, c'est que ça soit quand même un vrai roadbook pour le bénéficiaire, que ça lui serve pour la suite. Et l'idée, c'est aussi de lui mettre un peu de lui. Quand je dis un peu de lui ou d'elle, c'est aussi de pouvoir utiliser des verbatims que le client a pu mettre en lumière. Certes, moi, je propose des éléments de co-rédaction. Pour autant, la synthèse, voilà, faut se dire que ça prend quand même un petit peu de temps. Soit vous la faites, vous prenez des éléments au fur et à mesure entre les séances pour commencer à l'alimenter, soit vous le faites à la fin et vous reconstituez le film, libre à chacun de voir. Mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, sur les synthèses, j'y passe une demi-journée, quoi, facile, sur la rédaction de la synthèse, sachant que j'ai pris des notes au fur et à mesure. Donc, c'est à pas négliger parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps, faut être honnête.
Sur les statuts à adopter pour pouvoir faire du bilan de compétences. Alors, comme le bilan de compétences est une action de formation, il faut, quoi qu'il en soit, être organisme de formation pour pouvoir faire du bilan de compétences. Alors, si vous souhaitez être totalement indépendant, vous pouvez être organisme de formation et après, vous vous certifiez Calliope. Calliope, c'est la norme qualité des organismes de formation qui permet d'obtenir des financements pour les formations, que ce soit du bilan de compétences ou des formations que vous pourriez délivrer par ailleurs. Deuxième chose, si vous ne souhaitez pas être totalement, quand je dis totalement indépendant, c'est le fait d'être vous, votre propre organisme de formation avec cette certification-là. Vous pouvez démarrer via un partenariat, via une sous-traitance avec un organisme de formation. Et pour ça, il y a trois conditions. C'est d'abord d'avoir un statut de micro-entrepreneur. Si vous avez un statut autre que le micro-entrepreneur, vous ne pourrez pas vous adosser à un autre organisme de formation sans être Calliope. Je prends l'exemple, vous démarrez votre activité, vous avez un statut de société, par exemple, un statut de SASU, un statut d'entrepreneur individuel autre que le micro. Si vous voulez faire de la sous-traitance ou être en partenariat, vous devrez avoir malgré tout passé Calliope parce que vous n'avez pas le bon statut. Ça, c'est les textes légaux. Donc, être micro-entrepreneur, avoir un statut inférieur à 77 700 euros à ce jour et être organisme de formation. Donc, dans tous les cas de figure, il faut être organisme de formation. La question à se poser, c'est est-ce que je veux y aller seul ou le temps de développer l'activité, je m'adosse à une structure. Est-ce que c'est clair sur ces aspects-là pour vous? Oui. Alors, être organisme de formation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obtenir un numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA. Alors, c'est des démarches qui se font en ligne, on justifie de son sirène, on donne son casier judiciaire et surtout, on transmet soit une convention de formation, un contrat de sous-traitance, un bon de commande parce qu'aujourd'hui, la DRITS, en fait, a besoin de s'assurer que ce ne sont pas des demandes fictives. Il y a de plus en plus de demandes de professionnels pour devenir organisme de formation et ils veulent s'assurer que objectivement il y ait une vraie demande derrière. Donc, ils conditionnent l'obtention à déjà une commande, que ce soit de formation ou de bilan de compétences. Et le délai d'obtention, il varie en fonction des régions. Il est entre 30 et 45 jours actuellement. Une fois que vous serez organisme de formation, vous aurez une obligation annuelle de faire votre bilan pédagogique et financier. Donc, être organisme de formation, c'est aussi compléter annuellement le fait que vous avez réalisé des actions de formation et donc vous faites finalement votre tableau de reporting auprès de l'État pour attester de cette réalisation-là. Voilà pour l'aspect formation. Alors, si vous êtes dans l'option où vous souhaitez vous adosser à une structure, plusieurs choses à savoir. L'idée, c'est de choisir un organisme qui va être certifié Calliope, forcément, et qui possède déjà des formations référencées sur le CPF, sur le compte personnel de formation. Ça veut dire une structure qui soit déjà rodée à l'utilisation du compte personnel de formation. Et sache comment tout cela fonctionne, parce qu'aujourd'hui, les processus de référencement sont de plus en plus euh, compliqués et complexes. Deuxième chose, c'est aussi choisir un organisme qui a déjà d'autres sous-traitants de compétences dans son périmètre. Pourquoi? Parce que ça va permettre aussi d'avoir un retour d'expérience, d'échanger avec d'autres sous-traitants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet organisme, il propose quand même des groupes d'échange de pratiques parce que ça permettra aussi de répondre aux critères Calliope en matière de veille, qu'elle soit pédagogique, légale et réglementaire ou, je l'oublie, ou métier, la troisième. C'est-à-dire que vous-même, à partir du moment où vous êtes organisme de formation, même si vous n'êtes pas certifié Calliope, à partir du moment où vous allez être sous-traitant d'un organisme qui est Calliope, vous allez avoir besoin de faire de la veille métier, juridique,
et veille métier juridique et pédagogique et technologique. Pardon, je cherchais le terme. Et pour choisir son organisme porteur, c'est aussi regarder quel pourcentage de commission est demandé. Ces pourcentages varient entre 10 et 30% du montant du bilan, puisque là, finalement, la structure qui va vous héberger, on va dire, elle est là aussi, elle finance son certificat Calliope. Il y a tout un aspect administratif derrière à réaliser et que c'est du temps aussi qui est consacré. Donc, c'est juste logique d'avoir une commission. Donc, voilà un peu les éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Autre élément, par rapport au règlement des prestations du compte personnel de formation, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand vous faites du coaching, vous pouvez demander un acompte au début ou être réglé séance par séance. Vous définissez ça, vous, dans votre contrat de coaching. Quand vous faites appel à des prestations qui sont financées via le CPF, le délai de règlement, il est de 1 mois à 1 mois et demi après la fin du bilan. Ça veut dire que si votre bilan dure 3 mois, vous ne serez pas payé avant 4 mois à 4 mois et demi. Hein, donc, vous ne percevez rien en attendant. Donc, ça veut dire que quand on démarre un premier bilan de compétences, ça ne rentre pas tout de suite. Donc, il est nécessaire d'avoir aussi d'autres sources de revenus entre-temps pour garantir, je dirais, la viabilité de votre structure. Donc, c'est vraiment un point important qu'on ne connaît pas forcément. Faites le plein de pâtes avant, hein, pour les provisions. Calliope dans tout cela, donc je vous le disais, en fait, c'est la certification des prestataires de formation qui date de la loi sur la formation professionnelle de 2018. Calliope certifie la qualité, alors la qualité des processus, on va dire, mais surtout permet l'obtention de financements, que ce soit des financements CPF, que ce soit des financements pour les OPCO, les opérateurs de compétences, pour les fonds d'assurance formation. Et ça permet aussi d'être référencé, par exemple, sur une plateforme là, qui s'appelle Keros, qui est la plateforme, par exemple, si vous avez une personne qui est demandeur d'emploi, qui demande à suivre une formation ou un bilan de compétences à France Travail, ils vont aller chercher dans cette base de données-là. Et cette base de données, elle va référencer les organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Et dernière chose, se former. Se former pourquoi? Pour conduire un processus de bilan de compétences qui soit en conformité avec les attendus légaux et réglementaires, pour maîtriser les outils qui permettent d'accompagner son client dans sa globalité, adopter, pardon, la posture adéquate de l'accompagnant en transition professionnelle et puis se former aussi pour développer son activité de consultant en bilan de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation obligatoire, en tout cas de certification obligatoire pour le bilan de compétences, que ce qui est demandé notamment par la Caisse des dépôts et consignations, qui gère tout ce qui est CPF. La Caisse des dépôts et consignations, elle requiert en général soit une formation en psycho, en RH et surtout une expérience professionnelle. Ils sont restés sur ces typologies-là parce que, alors, le coaching, la Caisse des dépôts et consignations, elle n'aime pas bien, je vous le dis comme ça. Ils ont fait un grand ménage en 2023 par rapport aux offres qui étaient sur le CPF, les offres de bilan de compétences. Voir les mots de coaching, de bien-être et autres, ça leur hérisse le poil. Ce sont des techniques et des outils, on va dire, au service d'eux. Maintenant, voilà, pour rentrer dans ce dispositif-là, on parle le langage du CPF aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas avec nos outils qui ont un vrai intérêt et sont un vrai bénéfice pour nos clients. Pour autant,
non, c'est pas ce qui fait partie des attendus de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, voilà, je revenais sur, il n'y a pas de formation obligatoire. Maintenant, c'est important de se former pour adopter la bonne posture. Alors, j'en ai terminé pour cette présentation. Quelles seraient les questions qui vous viendraient par rapport à ce qui a été vu? Moi, j'aurais une question, Stéphanie. Ce Oui. que je constate depuis quelque temps déjà, c'est l'émergence en fait de coachs qui se forment au bilan de compétences ou qui avaient déjà été formés au préalable avant de devenir coach professionnel et qui vont chercher donc dans leur business plan, hein, ils vont chercher la certification Calliope et proposent donc aux coachs certifiés ou non en bilan de compétences, mais normalement ils doivent l'être puisque pour répondre aux normes Calliope, c'est une obligation, de leur servir donc de vitrine, hein, tout simplement, voilà, Oui, pour oui. pouvoir permettre le financement de ces bilans de compétences. Parce qu'on Mhm. peut tout à fait faire un bilan de compétences sans faire appel donc aux différents moyens de financement. On est Tout d'accord. à fait, tout à fait. Ça facilite le fait d'aller trouver des clients, commercialement parlant, bien entendu, de se dire que ça peut être finançable par son CPF, par un OPCO, par le biais de l'entreprise, etc. Bah forcément, ça va te ramener des clients. Oui, Euh, est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ça? Alors, j'ai cru comprendre que tu étais oui, Calliope, hein, si j'ai bien suivi au oui, début. oui. Et qu'est-ce que tu penses? Alors, est-ce que toi, tu proposes ce type de service, en fait, de partenariat Mhm. ou pas? Et quelle est ta lecture de ce qui est en train de se passer sur le marché à ce niveau-là? Alors, quelle est ma lecture? Alors, deux choses. Moi, j'ai commencé, je dirais, j'ai démarré dans une coopérative d'activité et d'emploi, qui était Calliope, et je me suis adossée à cette structure pour proposer du bilan de compétences. Qui était finançable du coup CPF. Quand j'ai quitté ma structure, je me suis adossée à une coach professionnelle qui était formatrice également et qui proposait du bilan de compétences. Moi, aujourd'hui, je dirais, tout est question de personnes et de professionnalisme, j'allais dire. Euh, L'intérêt, c'est que effectivement, Calliope, c'est un processus qui est quand même assez lourd à mettre en place, euh, qui permet une autonomie après, pour autant qui demande à la structure qui va porter finalement des partenaires, des sous-traitants, parce que je dirais le terme légal, c'est la sous-traitance, qui va permettre finalement de faciliter la vie de ces professionnels-là qui ne veulent pas être Calliope. Et moi, les deux expériences que j'ai eues, en tout cas, elles sont très positives et enrichissantes parce que je suis tombée sur des professionnels qui tenaient la route. Quand je dis qu'ils D'accord. tenaient la route, c'est pour ça que j'évoquais le fait d'avoir des groupes d'échange de pratiques, qu'à un moment donné, on soit avec un professionnel qui ait l'habitude de ces rouages-là, que ce soit du CPF, des OPCO, et qui soit dans l'accompagnement. Donc pour moi, je dirais, il y a vraiment des choses intéressantes, en tout cas, pour une montée en charge, de passer par cette étape-là, ça me paraît intéressant avant de se lancer, j'allais dire, bille en tête dans Calliope. C'est mon retour d'expérience. Voilà, ça n'engage que moi, j'allais dire, sur cette démarche-là. Mais moi, je trouve ça en tout cas intéressant et facilitant de pouvoir passer par cette étape intermédiaire et de tomber sur des professionnels parce que on est quand même beaucoup aussi dans des métiers de la relation humaine et du coup de l'affect. Quand je dis de l'affect, de trouver des personnes finalement avec lesquelles on va avoir confiance et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et pour moi, ça existe aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas s'en priver? Après, c'est vrai que le CPF a attiré beaucoup de monde euh,
et notamment beaucoup d'organismes de formation qui se sont montés. Maintenant, le grand ménage qui a été fait là en 2023 a permis de faire partir quand même un nombre important de personnes qui ne, j'allais dire, qui n'étaient peut-être pas éthiquement parlant à la bonne place, quoi. Donc pour moi, Oui, aujourd'hui, il y a merci. déjà du ménage qui a été fait. Et non, moi, je ne propose pas de m'adosser à moi. Je suis Calliope, Non, mais je suis Calliope toute seule. mais c'est très intéressant. Moi, tu vois, je suis passée par toutes ces étapes hein, de Ouais. mise en relation. Je suis allée chercher des plateformes. On est Mm, venu me solliciter sur LinkedIn. J'ai dit, tiens, pourquoi pas aller vers cette partie-là, puisque moi, j'avais vraiment envie d'approfondir. Et au oui. final, je me suis à chaque fois, enfin, en tout cas très souvent, retrouvée face à des personnes qui me vendaient d'abord une formation à 2 000 € pour ensuite me dire qu'ils allaient m'alimenter en bilan de compétences Mm, à hauteur de je ne sais combien, alors qu'ils avaient déjà je ne sais combien de consultants en bilan de compétences mm, adossés à leur plateforme, mm, enfin, qui étaient abonnés. ouais, Et je comprenais pas le principe et je me disais, pour moi, c'était extrêmement choquant. Comme je te l'ai dit, je suis dans ce ouais, métier, dans le ouais, recrutement et l'accompagnement depuis plus de 25 ans et ouais, j'ai constaté que c'était devenu un ouais. business au Oui. détriment de ce que tu as nommé tout à l'heure, comme Mm, quoi, mm, comme ça, ce que moi j'appelle le réel accompagnement mm, mm, de la personne en tant que telle et dans ses besoins. Et mm, donc j'ai laissé tomber, j'ai mis ça de côté en me disant, bah non, j'ai pas envie de procéder de cette façon-là. Et puis après, effectivement, tu as différents partenariats qui te sont proposés avec des pourcentages qui peuvent varier du simple au double ou au triple. mm, mm. Donc ça demande vraiment à prendre du temps, Ouais. à réfléchir, prendre du recul. Je n'avais pas non plus la notion à ce moment-là, je te parle de ça entre 2022 et 2023, du fait qu'il fallait avoir de la trésorerie, parce Oui. qu'effectivement, un bilan de compétences, hein, c'est bien joli hein, de se dire je vais me lancer Mm, en bilan de compétences, c'est génial, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que si tu n'as pas un, un fonds de roulement oui. conséquent, hein, et si tu ne fais que ça, eh ben, en fait, tu ne vis pas, Mm, en fait. complètement. Ouais, Dire ouais, la complètement. réalité telle qu'elle est. Hmm. Mm, Et j'ai vraiment envie qu'on soit clair sur cette partie-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement... Enfin, on fait miroiter des choses qui, au final, dans le concret, hein, dans le mm, quotidien, dans la réalité du métier, ne s'avèrent pas être vraies. ouais. Oui, je partage pleinement ce que tu dis et ces structures, en fait, il y a plein de structures, comme tu l'évoques, qui te proposent de t'alimenter, des grosses structures en général. Euh, le bémol aussi, c'est que finalement, les profils de clients qui te sont amenés ne sont pas forcément des profils qui te correspondent ou qui correspondent à ta cible. Et du coup, ça peut être aussi j'allais dire, euh, contre-productif pour les uns et les autres. Et on peut très vite s'épuiser aussi par rapport à ça. D'autant que, vu les pourcentages sur ces structures-là, en tout cas, pour en connaître deux grosses structures, les pourcentages sont tels que pour arriver à rentabiliser, on est obligé de faire de l'abattage, en fait. Et ce qui n'est pas le but, quoi. Tout à Enfin, en fait. tout cas, moi, c'est pas dans ma Merci. philosophie d'accompagnement et j'entends que c'est pas dans la tienne non plus, quoi. Non, effectivement. Mais merci pour le partage parce que moi, Mm, je trouve ce sujet passionnant. mm. Et il y a certainement d'autres personnes peut-être qui veulent aussi partager leur expérience. Donc, je laisse la parole à Merci, d'autres. merci Merci. Isabelle. Annick, tu voulais prendre la parole? Oui, merci, Oui, j'attendais qu'Isabelle termine. Merci Isabelle oui, pour ta question. Et puis c'est un point important que tu as soulevé. Je voulais juste savoir pour toi, Stéphanie, quand tu es passée après par Calliope et la mise en place de ton... Je pense que tu as mis en place un parcours de bilan de compétences à ton image quelque part. mm, Comment mm. ça a été en termes de modalités, je dirais, administratives et de mise en place? Par rapport à Calliope, tu veux dire? Après Calliope, pour la mise en place de ton, je pense que peut-être tu faire un parcours de bilan adapté, en tout cas, quelqu'un un parcours, excuse-moi, je suis un peu enrhumée, Je t'en qui te prie. correspond et qui ne ressemble pas forcément au parcours que tu faisais lorsque tu étais en sous-traitance. Alors, quand j'étais en sous-traitance, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis adossée à une personne
qui me permettait justement de faire du bilan de compétences à mon image. Quand je dis à mon image, c'est-à-dire que concrètement, et c'était le deal d'origine. La sous-traitance telle qu'elle elle ouais, telle qu'elle était conçue, c'était que finalement, moi, j'avais des personnes qui me sollicitaient, qui souhaitaient un bilan de compétences. Pour autant, comme j'avais pas Calliope, ils me disaient, mais j'ai du CPF, mais du coup, j'ai pas Calliope. Du coup, je me suis mise, j'allais dire, en partenariat avec cette structure-là pour pouvoir le faire et j'ai intégré un collectif qui m'a permis de créer mes bilans de compétences. Quand je dis de créer, le contenu, puisque Mm. finalement, je dirais, quand on signe pour une enveloppe de bilan de compétences, après les outils, et même nous-mêmes, au fur et à mesure de notre pratique, on fait évoluer nos outils. Donc, je dirais, j'avais cette liberté-là, et c'est pour ça que aussi aujourd'hui, en passant Calliope, finalement, j'ai déjà mes outils, mes modèles, la façon dont je fonctionne. Et c'est ce qui m'a aussi amené à créer une formation pour devenir consultant en bilan de compétences. Quand je dis à créer une formation, l'idée, c'est de dire, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de connaître la structuration du bilan de compétences, savoir comment ça se passe. Je peux vous accompagner avec des éléments qui sont aussi au-delà d'être issus du coaching. Je ne fais pas une formation au coaching, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, accompagner sur toutes ces étapes-là pour permettre après à la personne de se dire, mais je me lance comme j'ai envie de me lancer. Quand je dis comme j'ai envie, si je peux trouver une structure sur laquelle m'adosser, mettre mes outils, eh bien, j'irai de cette manière-là. Mais en tout cas, moi, l'objectif, c'est pas de dire, il y a une exclusivité, pour rentrer chez moi, il faut avoir suivi la formation Tartampion. Non. Moi, j'ai simplement conçu une formation qui est la formation que j'aurais aimé avoir, moi, en me lançant. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, d'être dans quelque chose d'assez intimiste. Et si je peux aider, eh ben, c'est tout bénef pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment cette logique-là et pas de dire, ah ben voilà, j'ai formé, maintenant je suis Calliope, adossez-vous à moi. Non, moi, c'est pas ma logique. Voilà, c'est pour partager et répondre à ta question. Merci pour le partage. Alors, je vais juste préciser pourquoi j'ai posé la question, parce que moi, effectivement, c'est une activité partielle que j'ai hein, sur le bilan de compétences et le coaching. Je suis salariée par ailleurs. Et du coup, je suis adossée à des cabinets en sous-traitance. Et souvent, ce qui se passe, et toi, tu as eu cette chance, Stéphanie, quelque part, d'avoir cette liberté, d'avoir ton parcours à toi, à ton image. C'est que souvent, on a un parcours type du cabinet que le consultant doit suivre. Et effectivement, c'est une chance quand tu peux avoir ton programme, enfin ton parcours à toi. Mhm. Merci Annick. D'autres interventions, questions, réactions? Tu peux passer à la suite, hein. Ouais? Ok. Allez. Alors, je vous présente justement ce dispositif de formation, cette formation-là que j'ai conçue. Prenez un nouvel élan et aidez vos clients à en faire de même avec le bilan de compétences. L'idée pour moi dans cette formation, c'était de transmettre des protocoles qui accompagnent à chaque étape du bilan de compétences et permettent une utilisation fluide et structurée de ceux-ci, de développer cette fameuse posture dont on a parlé, de donner aussi des clés d'accompagnement de personnes traversant une période d'épuisement professionnel parce qu'aujourd'hui, euh, sans vouloir faire du catastrophisme pardon, ou autre, il y a quand même une réalité terrain et du coup, moi, je travaille aussi avec des médecins, des kinés, des ostéos pour accompagner plus spécifiquement des personnes qui ont vécu un épuisement professionnel et qui sont en passe justement de remonter la pente et de construire la vie professionnelle d'après.
Et donc, pour moi, c'est aussi important d'avoir ces grilles de lecture par rapport aux spécificités d'accompagnement que cela requiert. Et à travers cette formation, pour moi, c'est aussi transmettre de mon expertise RH pour que vous puissiez, et en tout cas ceux que j'accompagne en formation, pour accompagner les clients de manière globale. C'est-à-dire que souvent, son client, il arrive, son bénéficiaire, il se pose plein de questions. J'en suis là dans ma vie professionnelle, mais ça va être quoi les issues? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que j'ai voulu transmettre cela parce que pour moi, c'est l'idée, tout à l'heure, Fabrice parlait de cet accompagnement 360. Pour moi, cet accompagnement 360, c'est aussi euh, donner le maximum et partager le maximum d'informations pour que mon bénéficiaire, mon client puisse prendre une décision éclairée. Moi, je ne suis pas là pour lui dire, il faut que vous quittiez votre entreprise, il faut que vous fassiez ci ou il faut que vous fassiez ça. Par contre, être, je dirais, un point d'ancrage pour les informations et qu'il sache quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui, pour moi, c'est un vrai plus pour les clients que je peux accompagner. La formation telle qu'elle est construite, pourquoi la suivre en tout cas? L'idée, c'est de mettre des outils ludiques et créatifs. Dans le parcours de formation, il est ponctué justement de mise en situation, d'outils que vous testez sur vous, parce que je trouve qu'on ne parle bien que de ce qu'on a vécu soi-même, ce qu'on a testé. Et quand on s'est rendu compte aussi de l'intérêt que ça peut avoir. Pourquoi la suivre aussi? Parce qu'il y a l'intervention d'experts. J'ai trois expertes qui interviennent sur des sujets plus du développement de l'activité professionnelle, travailler sur sa communication professionnelle, travailler sur Calliope et intervenir également sur tout ce qui va être web communication, on va dire. Donc, qui sont des modules un petit peu bonus et complémentaires dans cette formation. L'idée aussi, c'est que le parcours, il soit à votre rythme. Pourquoi à votre rythme? Parce que j'ai conçu deux formules. Une formule, j'allais dire, en autonomie et une formule qui mêle à la fois de l'autonomie et à la fois du présentiel distance, qui permet d'avoir un rythme assez, je dirais, facilitant pour la suite. L'idée, c'est aussi à travers cette formation d'avoir un kit prêt à l'emploi avec tous les supports pour exercer son activité et puis surtout un contenu actualisé avec les derniers outils ou les derniers éléments. Vous voyez, là, je suis en train de travailler sur une prochaine version qui sera disponible milieu 2025 sur des accompagnements plus spécifiques par rapport à des profils de personnalités dits profils atypiques que j'ai pu accompagner notamment, que ce soit avec des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, pardon, que ce soit avec des troubles 10 et du coup, quelles adaptations on peut faire aussi dans les accompagnements pour répondre au mieux aux besoins du client. L'idée derrière, c'est aussi de suivre cette évolution sociétale et de se dire, tiens, il y a des besoins, comment on fait pour y répondre également et accompagner au mieux ses bénéficiaires. Donc, dans les outils, il y a à la fois du photolangage, il y a de la PNL, il y a de l'art-thérapie, et puis tous les outils qui peuvent être plus professionnels du bilan de compétences. Quand je dis professionnel, pour la gestion de carrière, pour les portefeuilles de compétences, pour les profils de personnalité. Je vous partage un certain nombre de choses dans cette formation-là. Et puis, ça me paraissait intéressant de vous mettre aussi les retours. Là, j'ai fait dernièrement là, deux sessions, je viens d'en terminer une là, début février. Les témoignages des participants sur la formation, ce qu'elle peut leur apporter. Donc, parmi les témoignages, une structure qui est claire, une formation qui est complète, des outils variés, une richesse d'informations, la disponibilité. Pour moi, je vais vraiment sur des groupes de formation qui sont euh, petits. Quand je dis petit, j'ai maxi 4 participants. L'idée pour moi, c'est d'avoir un vrai partage et de pouvoir personnaliser au maximum l'accompagnement. L'idée, c'est pas faire de l'abattage. Ça, l'abattage, ça me correspond pas. Et ce que je cherche avant tout, c'est vraiment cette idée de connexion et du coup de pouvoir continuer à travailler ensemble. Quand je dis à travailler, à échanger ensemble sur la suite, parce que finalement, c'est comme ça qu'on progresse aussi.
Une participante là, m'avait partagé aussi ça, elle me dit, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez mis de la légèreté dans cette formation, alors que le bilan de compétences, au début, on se dit, oh mon Dieu, ce truc-là, il est structuré, il est normé. Et en fait, moi, l'idée, c'est aussi de rendre beaucoup plus accessible et de manière beaucoup plus légère en accompagnant vraiment par étapes, dans de la diversité et avec finalement tout ce qui va faire nos spécificités les uns les autres. Sur les formations, du coup, il y a deux formules. Une formule que j'appelle essentielle, qui dure 14 heures. Alors, quand je dis 100% en e-learning, en fait, ça alterne des vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'interviens, des vidéos, des exercices, des quiz. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette mise en situation et de vivre le bilan de compétences. Et pour ceux qui le souhaitent, d'avoir finalement aussi la possibilité d'accéder à une autre version qui est la version premium, qui est complétée en fait de 4 demi-journées en visio. 4 demi-journées en visio pour aller encore plus loin, expérimenter les choses, échange de pratiques et du coup création d'un collectif. L'idée aussi dans cette formule premium, c'est d'avoir, comme on l'a dans le bilan de compétences, un temps de supervision, la collective, 6 mois après la formation, pour refaire le point, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, et du coup, améliorer sa pratique professionnelle. Quoi qu'il en soit, dans ce délai de 6 mois, je reste aussi à disposition des participants et je dirais pas plus vieux que fin de journée. J'avais une participante là, de ma session d'octobre qui me disait, ça y est, j'arrive à la fin de mon premier bilan de compétences. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Est-ce que je fais bien comme ci ou comme ça? Et du coup, c'est sympa aussi d'avoir ce contact qui reste et ces échanges de pratiques. Donc voilà pour les modalités sur les deux formules. Au niveau, je dirais, des tarifs, donc par rapport aux deux formules, sur la formule premium, on a un tarif sur financement sur fonds propres ou avec prise en charge OPCO. Et par rapport, je dirais, au partenariat Coaching, donc une remise de 5% qui est faite sur ces tarifs-là. Donc, qui, je le rappelle, formule 28 heures, plus la séance de supervision collective qui se fait 6 mois après. Et puis pour la formule essentielle, pour ceux qui souhaiteraient y aller par eux-mêmes et repartir, en tout cas avec le package d'outils, les vidéos, les quiz, je propose pour BI Coaching une séance de supervision individuelle qui permet aussi d'aller plus loin, de répondre aux questions, aux points de blocage qu'il pourrait y avoir et du coup d'accompagner au mieux les personnes qui suivraient également cette formation-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et j'aimerais que vous me disiez comment vous vous sentez là, parce qu'il est 22h20 bientôt. Comment vous vous sentez et avec quoi vous repartez par rapport avec ce que vous aviez pu me partager au début sur l'image que vous aviez du bilan de compétences finalement? Est-ce que cette image, elle a bougé? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Je vois qu'Émilie a levé la main. Je t'écoute, Émilie. D'abord, je voulais te dire merci. Merci beaucoup parce que du coup, moi, j'engage une formation là, fin février Ouais, pour le bilan de compétences. Donc, tout ce que tu génial. as pu évoquer là ce soir, je suis rassurée. Cool. J'avais fait mes recherches, mais c'est toujours important voilà, aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui est déjà engagé et qui voilà, mène sa route. Quoi. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et, Avec euh, plaisir. et puis, je voulais aussi te remercier parce que c'est inspirant dans le sens qu'effectivement, on a un cadre, mais on a un cadre dans lequel on peut se déplacer librement et ça, c'est chouette. Mm. Donc, Ouais, voilà. Donc, merci, vraiment, merci beaucoup. super. Merci pour ton partage et très belle formation. On Merci. prend du plaisir. Ouais, On peut j'espère. partager un scoop. On peut partager un scoop, Stéphanie. Qui t'a accompagné pour porter ton Calliope au début de ton entreprise? Ah, c'est une participante qui est parmi nous. C'est Corinne. Corinne, la parole est à toi. Ah, ton micro est coupé, Corinne. Ok. Oui, merci Mika. Je suis effectivement l'heureuse accompagnatrice de Stéphanie.
parce que ça fait un bail que je suis Calliope, ça fait 4 ans. Enfin, je fais partie des premières, on va dire, comme ça, sur la formation et les bilans de compétences que je fais depuis 2011. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir d'œuvrer avec Stéphanie. En plus, on travaille sur d'autres sujets. Et donc, je suis plutôt en mode groupie ce soir, hein, voilà, en mode support. Et donc, je suis celle qui n'aime pas être dans l'imposition d'un modèle, Mm. si je devais me définir. Ouais. Voilà, parce que par ailleurs, je suis point of view, donc c'est vraiment hors modèle. Voilà, merci en tout cas. Ouais, en tout cas, merci à toi parce que je ne saurais que recommander Corinne, qui m'a permis de développer mon activité, comme tu disais, dans un cadre qui est ouvert, bienveillant, avec de l'échange de pratiques. Donc, un grand merci à toi, Corinne. Voilà, alors Stéphanie, elle forme et moi, je porte. J'ai cru que tu allais Voilà. dire moi je Mais déforme. J'ai cru que tu allais qu'est-ce que dire, moi, tu dis? j'ai cru que tu allais dire moi je déforme. Stéphanie, elle forme et moi je déforme. Non, Ouais, c'est vrai que je pourrais déformer d'ailleurs, ça c'est vrai, hein, d'une certaine manière. Mais non. blague à part, je trouve ça super intéressant en fait quand on se lance et quand on connaît les démarches du Calliope et comme c'est engageant de passer par cette étape-là pour voir si justement avant de se lancer c'est pas une étape voilà préparatoire en fait pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc voilà, je pense que c'est très écologique en fait de le faire comme ça en se Ouais. faisant le Calliope au moins les premières fois. Ouais. Tu portes encore le Calliope, Corinne? Oui, bien sûr. Bah, moi, je viens de passer au mois d'août mon renouvellement, là, donc le deuxième. Alors après, moi, j'ai pas tendance à être un gros cabinet de bilan de compétences, certainement pas, parce que j'ai une grosse autre activité par ailleurs. Mais c'est l'idée, en fait, d'accueillir des gens avec lesquels je partage des valeurs. Aujourd'hui, il y a 7 personnes, donc vous voyez que je suis pas une grosse structure. Et je veux vraiment pas devenir une grosse structure. Je veux simplement travailler avec des gens avec lesquels je suis en pleine confiance, avec des professionnels, et en fait, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans l'équipe, il y en a 8 même maintenant, sont toutes des personnes que j'ai connues en formation Point of View. Donc en fait, j'ai pas envie de dire que c'est le, c'est le veto, mais disons que je les ai connus, donc c'est un peu différent pour moi. Moi, je Donc veux pas faire. tu les baptises une fois Je qu'elles sont baptise, organisées, voilà, c'est bon, t'as c'est plus ça. de- Je cherchais le mot, merci Mika, comme d'habitude, t'es top. C'est un peu ça l'idée. Ah, mais Non, génial. je rigole. Il n'y a pas d'obligation de passer par des formations, mais c'est l'idée, effectivement, d'être dans un partage à l'image de Stéphanie, hein, voilà. Mm. Non, mais c'est la connexion humaine qui fait qu'à un moment donné, on se rencontre et que les choses prennent forme, hein, comme tu disais. C'est tout euh, comme la carte Points of View intimité. Quand je dis intimité, c'est ce qui va créer ce lien et faire qu'on va y aller et qu'on va y aller en confiance, quoi. Donc, ouais, merci. D'autres partages? Est-ce que je vous ai épuisé? Est-ce que... Eh ben, tout ça pour vous montrer, ben, merci beaucoup. Si vous Merci. souhaitez retrouver les offres de notre chère Stéphanie, vous pouvez les trouver sur la plateforme. Il suffit pour cela d'aller dans la partie boutique. Une fois que vous allez dans la boutique, vous allez cliquer sur la partie bilan de compétences tout à gauche de la boutique. Je vous le montre vite fait, comme ça vous aurez la petite visu en direct. Hop. Voilà, donc vous cliquez sur la boutique, vous tombez sur cette page. Sur... Attends, je vais arrêter le partage, non, parce que là, du coup, hop, Ah, il ne me voit pas. Oh, je ouais, pense non. que- Voilà, ça y est. Ah, pardon. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur la boutique, vous tombez sur tous les produits. Sur votre gauche, vous retrouverez la partie bilan de compétences. Donc vous cliquez, vous tombez sur la page spécialement dédiée à Stéphanie. Vous avez compris que c'est de l'accompagnement, je dirais pas qualitatif, en fait c'est Stéphanie-tatif parce que c'est très spécifique.
pour des petits accompagnements pour 4 personnes. Je pense que ça, c'est du cocooning en fait. Donc, ça laisse toute la place aux personnes de bien se développer, de bien poser leurs questions, de bien s'exprimer. Et puis après, vous pouvez choisir les formules qui correspondent à votre besoin avec la remise spéciale de Coaching sur le produit pour les personnes qui sont adhérentes. Voilà, j'ai fini par cette présentation rapide pour vous montrer la plateforme. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mickaël pour cette organisation. Merci à toutes et tous pour votre participation et au plaisir d'échanger avec vous euh, sur ce thème du bilan de compétences. En tout cas, voilà. J'espère vous avoir apporté un éclairage complémentaire ou des éléments de réflexion pour vos projets professionnels. Puis si on a des questions, on peut venir te les poser, Stéphanie. Bien sûr, bien évidemment. Tu es sur quels réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux? LinkedIn, c'est là où je suis le plus. Un petit peu sur Instagram et très peu sur Facebook. Ok.